This is a recording of the French translation for the Digital Media Panel, October 27th, 6 p.m. Présentation sur le panneau des médias numériques, 27 octobre, 18 heures. Alors, bonjour et bienvenue. Merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis Belinda Ouassé. Je suis la coordonnatrice des arts pour STEPS et je serai votre animatrice aujourd'hui. Alors, on va attendre un petit instant avant de commencer officiellement, alors que les gens se joignent à nous. Sachez que la séance est aussi enregistrée. Et encore une fois, c'est un plaisir de vous accueillir où que vous soyez. Bienvenue, bienvenue, si vous venez d'arriver. Bienvenue si vous venez d'arriver, je suis Belinda. Et je serai votre animatrice aujourd'hui. On attend encore quelques instants alors que les participants se joignent à nous. Donc, merci à tous. Bienvenue, où que vous soyez. Bienvenue. Bienvenue au panel d'aujourd'hui, le panneau des médias numériques. Je suis Belinda Ouassé. On va commencer l'événement sous peu. Il y a une fonction de sous-titrite. Si vous voulez l'utiliser, veuillez appuyer sur le CC, l'icône avec CC au bas de votre écran. Et sachez que la séance est également enregistrée. Alors, un instant, on cherche la fonction enregistrement. La voilà. D'accord, merci. Donc, bienvenue à ce panel des médias numériques. Je suis Belinda Ouassé. Je suis aussi l'animatrice aujourd'hui. Alors, quelques détails logistiques. L'événement est interprété autant en langage des signes qu'en français. Et puis, donc, vous pouvez voir nos interprètes du langage des signes sur caméra. Vous pouvez les épingler si vous voulez les voir de près. Et nous avons de l'interprétation en français pour laquelle vous appuyez sur le globe au bas de votre écran. Et avant de commencer, je voudrais ouvrir la réunion avec une reconnaissance des terres. Un petit rappel, vous avez aussi l'accès au sous-titrage. Dans la barre d'outils, vous appuyez sur CC pour pouvoir voir le sous-titrage défiler. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet sur les médias numériques et d'ouvrir notre conversation, j'aimerais reconnaître que nous allons reconnaître les terres ce soir. Alors, avant d'ouvrir des conservations sur l'art dans le domaine public et sur la manière dont nous mettons en œuvre les arts communautaires dans des espaces qui changent de diverses manières, STEPS souhaite reconnaître cette terre sacrée sur laquelle nous nous réunissons ce soir.
C'est un site d'activité humaine depuis 15 000 ans. Les territoires comprennent les Hurons-Wendat, la nation Anishinaabe, la Confédération Haudenosaunee, les Mississauga des Premières Nations de la rivière Crédit et la nation Métis. Le territoire fait l'objet du pacte Dish with One Spoon Wampum Belt, un accord entre la Confédération iroquoise et la Confédération des Ojibwés et les nations alliées pour partager pacifiquement et prendre soin des ressources autour des Grands Lacs en ne prenant que ce qui est nécessaire et en s'assurant que l'assiette ne soit laissée jamais vide pour les autres. Aujourd'hui, le lieu de rencontre de Toronto abrite une grande communauté autochtone urbaine active et diversifiée de nombreuses nations de l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'utiliser cette terre pour partager des idées et générer de la créativité. En tant qu'organisatrice publique, nous reconnaissons notre privilège de travailler sur des terres non cédées et travaillons à désapprendre les structures coloniales pour avancer vers la réconciliation. Dans le clavardage, nous partageons un lien vers nativeland.ca, qui est un excellent point de départ pour en savoir plus sur les territoires autochtones traditionnels dans lesquels nous résidons actuellement, ainsi que sur les traités, les communautés et les langues. Nous vous encourageons donc à en apprendre davantage sur les terres que nous appelons chez nous et sur les communautés autochtones avec lesquelles nous partageons cette terre aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont précédés. Alors, encore une fois, nous avons accès à de l'interprétation en langage des signes, en français, et il y a accès aux sous-titres. Veuillez activer ces fonctions dans la barre d'outils au bas de votre écran Zoom. Sinon, épinglez l'image visuelle de nos interprètes en langage des signes. Merci. Merci encore une fois d'être ici parmi nous. Alors, je vais d'abord me présenter en tant qu'animatrice et ce faisant, je vais passer le micro à mes panélistes avant d'aborder la conversation. Alors, je suis Belinda Yoase, mes pronoms sont elle et je travaille avec STEPS et c'est un honneur pour moi d'animer ce panel aujourd'hui qui est également une forme d'espace collaboratif, tout comme STEPS, qui favorise des communautés dynamiques et inclusives grâce à l'art public et la conception d'espaces créatifs. Alors, je passe maintenant le micro à mes collègues. Bonjour, je suis Naf, je suis un des panélistes aujourd'hui et je suis designer graphique et un artiste média. Essentiellement, je fais des choses fort amusantes à l'ordinateur tous les jours et j'ai été résident artistique chez STEPS. J'ai fait une résidence en art numérique chez STEPS l'année dernière, pour lequel je suis reconnaissant, bien sûr. Bonjour à tous, je suis Kathleen Buckley, autrement connue sous le nom de Katie. Je suis administratrice au niveau des arts à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, dans les Maritimes. J'ai étudié l'histoire de l'art et je travaille au niveau de l'art contemporain en fonction d'initiatives initiées par des artistes. Et j'ai été directrice de Third Space qui organise le festival Art la nuit. Je suis actuellement travailleur autonome, mais je collabore avec les artistes et les OBNL et je suis membre fondatrice d'une organisation qui favorise l'art également. Alors, bonjour, merci beaucoup, je suis Myriam. C'est fantastique d'être sur un panel avec vous et je suis conservatrice d'art. Je suis à Toronto. Je travaille non seulement comme conservatrice, mais comme organisatrice communautaire et je soutiens les artistes qui travaillent dans les arts numériques et les réalités virtuelles et augmentées. Et j'étudie
les relations et les développements au niveau de l'art numérique et il y a des changements réguliers en ce sens. Et je travaille sur la plateforme également qui s'appelle StylyXR dans l'espace de projet Skyfind Foods et je suis chef de projet avec Radiance VR. Donc, je travaille sur des projets de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Je suis aussi partie prenante de bien d'autres projets et j'aime faciliter les événements qui rassemblent les gens afin de favoriser ces arts numériques. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Merci à tous d'être ici. Et j'aimerais de nouveau faire un petit rappel quant à STEPS. Alors, STEPS est l'hôte de cet événement, notamment quant au développement technologique en réalité virtuelle et augmentée. Et je suis avec 3 panélistes, Katie, Naf et Myriam. Alors, merci beaucoup. Alors, j'aimerais maintenant vous demander de traiter de cette forme d'art numérique, en fait, l'art numérique tel que vous le concevez. Alors, nous sommes à l'écoute. Alors, moi, ce sur quoi je travaille, dit Katie, c'est surtout de la projection du vidéo, de l'animation sur des plateformes informatiques en tant que facilitatrice ou personne qui la publie et non pas comme créatrice. Et j'ai connu plusieurs approches à l'art numérique dans des espaces de toutes sortes. Pensons notamment à ce qu'on pourrait appeler l'art public et l'art public temporaire, notamment par le biais du festival Art la Nuit. Notre organisation n'avait pas les ressources nécessaires pour pouvoir présenter des projets de réalité augmentée et virtuelle. C'est un peu difficile dans les maritimes, mais je dirais qu'à Halifax, il y a des choses formidables qui se passent. Et donc, Myriam, je suis certainement à l'écoute de ce que vous aurez à dire. Alors, Myriam, vous pouvez y aller. Ah, c'est une question vraiment importante. Et l'art numérique est redéfini régulièrement et à mon avis, c'est de l'art qui est créé avec des outils différents, c'est-à-dire des outils qui se retrouvent sur des appareils informatiques. Je pense à une tablette, à un cellulaire, un ordinateur et donc ces outils qui sont utilisés dans ces appareils permettent de produire différentes formes d'art. Et parfois, les outils utilisés pour la création évoluent et donc ce genre d'art numérique peut s'ouvrir à toutes sortes de possibilités tout en incluant différentes approches avant de devenir des présentations artistiques. Alors, encore une fois, l'usage d'appareils différents, soit pour créer, voire pour présenter le projet final. Pour ce qui est de l'expérience dans le domaine, bien écoutez, il y a certainement
J'en ai plusieurs. Ça fait une dizaine d'années que j'œuvre dans le milieu des arts numériques et mes expériences sont, pardon, variées au niveau des espaces, par exemple des espaces 3D ou encore des espaces en ligne ou par le biais d'applications. Et j'ai aussi travaillé sur des projets qui sont basés sur des écrans en faisant appel à des écrans, des télévisions, des écouteurs, pour qu'on puisse voir, par exemple, la réalité augmentée. Et ce sont généralement des expositions qui appellent un groupe d'artistes qui cherchent à animer un espace public tout en impliquant les collectivités qui assistent à ces expositions. Alors, je pense pas que je vais proposer une définition parce qu'on va se retrouver sur son territoire personnel au bout du compte. C'est pas ce qu'on désire dans le cadre de ce panel, mais je parlerai bien sûr des volets de création ou de présentation d'une œuvre d'art donnée et le niveau numérique, c'est tout ce qui se transmet de manière électronique. Alors, on peut passer à de l'audio, par exemple, et puis ça ne semble pas être artificiel, notamment quand c'est transmis par informatique, mais pensons à l'impression 3D, et même si l'œuvre finale se retrouve dans le monde physique, je pense que ça demeure une forme d'art numérique. Et puis, bon, si je reviens sur mon expérience, ben écoutez, à un moment donné, j'ai travaillé au niveau commercial, au niveau des vidéos, et il y avait de la vente pour des raisons commerciales, et ma pratique artistique sort de certaines pratiques commerciales, et cela m'a aussi permis de m'approprier plusieurs outils qui sont utilisés dans le monde numérique. Donc, j'ai travaillé notamment au niveau de la vidéo. Et puis oui, merci beaucoup. C'est une forme d'art qui peut être, qui peut certainement, qui a un large éventail. Et cela m'amène à la prochaine question. Quels sont les défis qui vous viennent avec la présentation de l'art numérique et de nouveau vos expériences en ce sens? Ben, peut-être pourrais-je commencer. Il y a certainement plusieurs défis. De mon point de vue, je pense souvent à des manières de présenter des projets qui en sont davantage à leur étape finale, par exemple un événement, et qui permettent aussi d'entrer en interaction avec une communauté, une collectivité. Et les défis auxquels j'ai fait face ont généralement quelque chose à voir avec les appareils en question et les moyens pour présenter les œuvres d'art. Et donc, cela présente une panoplie de défis différents. Par exemple, des appareils qui ne sont pas codés en fonction des œuvres d'art qu'on cherche à présenter. Alors, par exemple, si on a un dossier qui ne correspond pas à l'appareil qui va lire le dossier, passons à une télévision, à un projecteur. Donc, il faut, par exemple, adapter des fichiers, des dossiers, des fichiers, pour qu'ils soient lus convenablement. Donc, ça, c'est un écueil que l'on rencontre. Parfois aussi, ce sont des espaces qui permettent d'utiliser les appareils en question en fonction, notamment
de l'espace de la technologie, des exigences de la technologie et ainsi de suite. Alors, je passerai la parole à mes collègues. Oui, je pense qu'un des défis que j'ai rencontrés, c'est Katie, lorsque je pense ne pas avoir eu accès à de l'équipement spécialisé dans la région où je suis. Ben, écoutez, il s'agit de parfois présenter des œuvres semblables alors que les ressources sont différentes d'un endroit à l'autre, même si ça demeure dans la même région. Alors, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous adaptez votre travail alors que vous cherchez à vous adapter à différents espaces, ou bien si vous êtes propriétaire de votre technologie, c'est-à-dire la technologie qui sert à présenter votre œuvre d'art. Oui, bien, ça me rappelle quelque chose qui s'est passé 2018-2019. Alors, je suis artiste qui fait partie d'une collectivité et nous avions une présentation au Centre de sciences de l'Ontario et c'était un événement qui se passe sur la fin de semaine dédiée à la famille. Et il s'agissait de mettre en œuvre différents projets artistiques et nous avions loué, je pense, 4 ou 5 iPads. Et l'idée, c'était que le participant serait pris en photo et placé sur une base de données et permettrait une œuvre artistique. Mais aucun des iPads que nous avions loués ne pouvait être utilisé dans l'espace où nous étions. Donc, il a fallu qu'on amène nos propres portables sur place et il y avait à peu près 50 000 personnes qui sont venues et puis les gens et les enfants n'arrêtaient pas de jouer avec nos appareils, ce qui était sympathique, mais qui faisait aussi soulever les sourcils. C'était avant la pandémie. Et écoutez, étant donné que nous nous en doutions, nous avions beaucoup d'alcool pour désinfecter nos appareils et donc on a été fin prêt pour la pandémie. Et je dirais que de manière typique, une œuvre d'art que l'on crée prend les appareils que nous avons utilisés pour la créer. Et après ça, c'est la question de la développer dans les espaces. Ben écoutez, Naf, c'est Naf qui parlait, Myriam maintenant, c'est toute une aventure que vous décrivez là. Oui, dit Belinda, j'imagine, ce n'est pas simple. Alors, ça m'amène à vous poser une autre question, c'est-à-dire les défis, notamment pour ce qui est de l'évolution de la technologie. Alors, vous avez parlé de l'évolution du domaine. Il y a des choses qui fonctionnent bien ensemble, mais essentiellement, alors que la technologie se transforme, qu'auriez-vous à dire à ce sujet et comment est-ce que ça transforme l'art que vous faites? Alors, en fait, c'est une question qui vous demande d'élaborer peut-être sur les défis que vous avez déjà commencé à décrire. Oui, bien écoutez, je vais prendre la parole, c'est Naf. Alors, moi, j'utilise le Mac et l'histoire du PC Mac, écoutez, quand on travaille avec du logiciel 3D, il y a de bonnes chances que, en fait, il y a des échanges de fichiers qui se passent en cours de projet et chaque fois qu'il y a une mise à jour au niveau des appareils que nous utilisons, tout d'un coup, les fichiers ne sont plus lisibles. Alors bon, ça, c'en est un défi qui n'est pas toujours simple. Alors que je collabore avec d'autres artistes. Oui, dit Myriam, ça demande beaucoup d'agilité et la volonté d'apprendre de nouveaux logiciels, de nouveaux programmes, quels appareils existent, et puis l'expertise qu'ont les artistes numériques est vraiment incroyable. C'est d'une grande valeur. C'est
pas toujours simple pour un artiste individuel alors qu'il fait face à des attentes en fonction de la technologie et de son évolution. Et je dirais que d'échanger avec des collègues devient particulièrement important. Notamment, j'ai des collègues qui pourraient avoir des réponses que je n'aurais pas, par exemple. Et c'est vrai entre les artistes aussi. Ça veut dire aussi qu'on parle d'une collectivité de gens qui est en communication afin de trouver de la résolution à des problèmes qui se présentent du point de vue technologique. Oui, Katie, on vous écoute. Vous aviez l'air de vouloir parler. Oui, je pensais à la pression que vivent les artistes quant à cette question que vous posez. Et alors que j'étais chez Third Space, j'étais une des peut-être la seule employée pour un certain temps et c'était une manière de créer des œuvres artistiques, mais écoutez, c'était important de pouvoir se fier aux artistes avec qui je travaillais, alors avec qui j'étais en interaction. Il fallait pouvoir se fier à eux quant à la technologie. Alors, par exemple, il y a des artistes qui nous envoyaient des œuvres et ce qui était formidable, c'est qu'il n'y avait pas de frais de livraison, mais c'était nous, en tant qu'organisateurs d'événements, de faciliter la présentation de l'œuvre artistique. Donc, j'ai travaillé comme organisatrice et en lien avec les artistes, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire que de rester au parfum des développements technologiques, puisque en tant qu'organisateur, il a fallu mettre en scène ces œuvres numériques. 9. Alors, je vous dirais que l'admiration que vous avez pour les connaissances des artistes, ben écoutez, c'est l'inverse pour nous. Nous avons beaucoup, beaucoup d'admiration pour les organisateurs également. Alors, donc, c'est toujours une question de flexibilité de part et d'autre et je comparerais ça à une danse. C'est une danse entre nous tous et en fonction des contraintes d'une organisation, bien écoutez, il faut s'adapter et surtout lorsque nous sommes à distance les uns des autres. Alors, plutôt cette année, j'ai envoyé une œuvre sonore et j'avais aucune idée de ce que serait le volume dans la pièce. Et puis, j'ai choisi un certain volume et puis là, j'ai été obligée de dire, ben écoutez, dites-moi si le volume est convenable en fonction de l'équipement que vous avez. Et il y a eu plusieurs allers-retours. Je pense qu'on a passé 3 heures à faire des tests avec des allers-retours de dossiers sonores. Ouh! Ben, ça m'amène encore à une question, l'importance de la communication. Alors, je trouve ça formidable, le respect et la collaboration que je comprends entre vous, soit entre l'artiste et l'organisateur et le conservateur, bien sûr, conservatrice. Et puis, disons-le, la pandémie a fait en sorte qu'on travaillait à distance. Et puis, donc, les arts numériques ont certainement pris leur place. Et ça, nul doute, cela a suscité beaucoup de nouveaux apprentissages. Et je pense que ça m'amène encore à une autre question. Est-ce que les arts numériques changent la vision d'un projet et quel effet cela a-t-il sur l'engagement des participants dans les espaces où les arts sont présentés? Allez-y, Myriam. D'accord. Ah, Katie. Allez-y, Katie.
Alors, je pense à des questions d'accessibilité. C'est à ça que me fait penser votre question. Et oui, nous avons eu des œuvres présentées sur Internet, mais on a aussi réussi à attirer des spectateurs. Et dans les Maritimes où je suis, et je dirais que c'est vrai pour le reste du pays, mais ce qui était très pertinent dans nos régions, c'était l'accès à l'Internet pour les communautés rurales. Et je vous dirais que les solutions n'ont pas encore toutes été trouvées. Il s'agit, par exemple, on a pensé à présenter des œuvres sonores par la radio afin de les rendre largement accessibles. Et puis, donc, cet accès à l'Internet, ça présentait un obstacle. Alors, j'aimerais vous demander ce que vous pensez de cela, chers collègues, qui œuvrez dans d'autres pays, dans d'autres zones du pays. Ben oui, c'est quelque chose auquel il faut penser et je pense que le numérique semble parfois aller de pair avec l'Internet, puisque l'Internet est un espace qui est beaucoup plus accessible que d'autres et c'était particulièrement vrai en temps de pandémie. Alors, mais ce n'est pas toujours le cas qu'Internet est toujours accessible et j'aime beaucoup cette idée d'œuvre sonore à la radio. Alors, pensons à des conversations avec CBC ou Radio-Canada. Et donc, la technologie peut certainement ouvrir des portes à la communication et à l'accessibilité, mais cette hypothèse où c'est complètement accessible n'est pas entièrement adéquate. Ça dépend évidemment de l'accès Internet, ça dépend aussi de l'utilisation d'appareils qui peuvent être plus ou moins, qui permettent un accès à l'Internet. Et puis, il y a aussi cette idée d'événements en hybride, c'est-à-dire tant en présentiel qu'en ligne. Alors, autrement dit, comment ouvrir les possibilités à un vaste public. Alors, mais je reconnais qu'au niveau des perceptions, ce n'est pas vrai que c'est accessible à tout le monde nécessairement. Oui, bien, écoutez, ça me ramène à 2020 ce que vous dites. Un de mes collaborateurs, en fait, on avait une liste Excel avec tous les collaborateurs qui travaillaient en numérique. Et puis, à un moment donné, je la cherchais. Et puis là, je vous dirais que j'avais une liste de personnes sur une liste. Et puis, je pouvais présenter cette liste notamment en utilisant des résolutions différentes, ce qui rendait ce document en 2 dimensions plutôt intéressant. Il y avait aussi des spectacles, des présentations qui faisaient appel à des véhicules. Alors, c'était très sympathique, notamment en présentiel, mais écoutez, il y a toutes sortes de manières de présenter, de rendre accessible en fonction des espaces où nous œuvrons. Mais tout ça pour dire que on pense à l'augmentation, à la réalité augmentée, et puis c'est plutôt excitant de penser à tout ce qu'on peut faire. Alors, je pense à une murale. Moi, je travaille beaucoup avec des murales. Alors, je travaille sur une grande murale qui, tout d'un coup, se retrouve visible sur l'écran d'un téléphone cellulaire en une toute autre dimension. Donc, il y a beaucoup d'agilité aussi au niveau de ces arts numériques et de la communication qu'on peut avoir quant à cela. Oui, bien écoutez, c'est intéressant cet exemple de murale que vous donnez.
Et puis, il y a aussi cette idée de pouvoir rajouter, par exemple, une composante audio, de pouvoir rajouter d'autres composantes pour rendre l'œuvre notamment intéressante à d'autres niveaux. Alors, ma question, c'est peut-être comment intégrer les arts numériques toujours de manière à susciter l'intérêt des spectateurs ou du public et, par exemple, de prendre des œuvres existantes en rajoutant des couches additionnelles artistiques qui rajoutent un nouveau niveau de perception et qui, par conséquent, suscitent l'intérêt. Oui, ben écoutez, c'est intéressant, ça revient un peu à activer différents sens par rapport à l'appréciation d'une œuvre d'art. Et ça ramène donc à la question pourquoi l'art numérique? Alors, il y a des œuvres qui sont créées de la technologie, présentées par la technologie, et on le voit par la technologie, mais il y a aussi cette idée, par exemple, de mural, sinon de sculpture physique, dont l'expérience de ces œuvres artistiques peut se faire de manière numérique. Et ça peut se faire notamment en rajoutant de l'information, en rajoutant peut-être un récit par rapport à la genèse de l'œuvre d'art que l'on présente, à rajouter une bande audio. Donc oui, il y a toute cette possibilité de jouer sur différentes sensorialités. C'était Myriam. Katie, je pense que les œuvres numériques, écoutez, ce qui me vient à l'idée, c'est les œuvres projetées. Alors, nous, on a travaillé beaucoup en ce sens chez Third Shift, là où j'étais. C'est donc une belle manière d'activer un espace, notamment la nuit, tout en ayant peu d'impact sur les édifices. Il s'agit de projections sur des édifices que nous faisions le soir et ça n'avait pas un effet environnemental important. Par contre, le spectacle que nous avons présenté a eu un grand impact. Il a été très bien reçu. Donc, il s'agit, par exemple, en comparaison, qu'il ne s'agit pas juste de présenter une vidéo, mais peut-être quelque chose d'encore plus multimédia. Et c'est dans ce sens-là que je pense à l'art public numérique, c'est-à-dire des espaces qui font appel aux possibilités de l'art numérique tout en étant concrètes dans un environnement d'espace public. Alors, j'aime beaucoup cette idée de projection, mais je dirais que naturellement, je suis attirée par les objets qui brillent. Et si je pense à cette métaphore de la danse, écoutez, on ne peut pas toujours contrôler les facteurs environnementaux. Pensons à la pollution par la lumière, mais il s'agit de tirer profit de tout ce que nous faisons. Et si on revient à cette idée de présenter une œuvre dans différents endroits, bien, il y a des questions d'adaptation, mais il y a quelque chose qui me vient en tête. J'aime bien, par exemple, moi, avoir des liens qui me mènent ailleurs et je dirais que quand je pense à une exposition qui s'appelle Neon, c'était à Athènes et une des expositions, c'était un passage qui avait été empli de chants d'oiseaux. Et lorsqu'on était dans l'espace, on se demandait qu'est-ce qui se passait et grâce à des sites QR, on avait accès aux chants d'oiseaux traduits en paroles. Alors, bien sûr, il s'agissait de récits fictifs de la part des oiseaux, mais c'était un bel espace de découverte. Et je reviens à ce que vous disiez, c'est de prendre un espace qu'on éclate, qu'on se permet d'éclater
Alors, c'est aussi un mariage du numérique avec le physique et la créativité qui mène à quelque chose de complètement inédit. C'est enough. Myriam, quand je pense, par exemple, à AI, c'est-à-dire soit l'intelligence artificielle, non, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, écoutez, ça a un impact nécessaire sur la vision d'une œuvre parce qu'on n'est pas nécessairement limité par des contraintes physiques telles que c'était le cas par le passé. Pensons au poids, pensons à la dimension de l'espace. Et je pense par exemple à des sculptures numériques qui peuvent prendre différentes grandeurs, perceptions. Alors oui, ça veut dire d'utiliser un appareil, mais ça peut permettre l'expérience d'une très, très grande sculpture, ce qui veut dire qu'une personne doit se déplacer physiquement pour pouvoir avoir une perception plus complète de l'objet numérique. Donc, ça fait éclater les contraintes physiques et c'est un potentiel vraiment superbe de l'art numérique. Oui, c'est merveilleux que cette idée. Et parfois, on pense à des expositions artistiques comme étant temporaires, étant donné un espace physique. Alors là, ça permet aussi peut-être d'assurer une pérennité plus longue, puisqu'elle peut se déplacer, elle peut s'éclater, elle peut évoluer et en fait, ça permet encore une fois de voyager. Alors, c'est vraiment intéressant de passer à toutes ces possibilités. Merci de vos partages. Alors, je voudrais revenir à la question pour ce qui est de la capacité des organisations, surtout vous, Katie, alors que vous travaillez avec différents artistes, vous devez faire appel à des ressources. Alors, comment est-ce que cela affecte-t-il votre travail et comment cela affecte aussi les rencontres avec les artistes et où les rencontrez-vous en fait? J'aimerais vous entendre davantage. Oui, ben je pense à ce qu'on a dit précédemment au niveau de la communication. Je pense, par exemple, que en fonction des artistes avec qui j'ai travaillé, je dirais que on a eu des conversations logistiques, notamment peut-être encore plus avec les artistes numériques, étant donné les défis présentés par la technologie et l'adaptation pour ce qui est de la présentation de leurs œuvres. Alors, à un moment donné, il y a un artiste qui avait besoin d'un appareil de médias Bright Sun. Et on a demandé à tout le monde qu'on connaissait si on pouvait en emprunter un. On n'arrivait pas à en emprunter un seul. Et pour présenter l'œuvre, ça prenait 2 de ces appareils. Et puis l'autre chose, c'est que j'écris des subventions et ce n'est pas facile de recevoir du financement pour de l'équipement. Et on a fini par acheter l'équipement nécessaire. J'imagine que vous êtes curieuse, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas, mais c'était certainement un défi réel, c'est-à-dire le manque de ressources physiques, sinon financières, puis aussi comment rémunérer le personnel nécessaire pour permettre à des expositions de se déployer. Et je dirais que si on avait eu quelqu'un qui avait de l'expérience en médias numériques, ça peut être utile. Je pense par exemple aux explications techniques que doit faire un artiste. Moi, je suis organisatrice, alors une personne avec
intermédiaire pour bien comprendre les besoins de l'artiste, ça pourrait aider. Et si vous avez accès à des sources de financement, bien écoutez, laissez-le nous savoir. Alors, je ne sais pas si OAC, le Conseil des arts du Canada ou de l'Ontario, je me demande s'il n'y a pas des subventions pour l'équipement qui n'existent pas à ce niveau. Écoutez, je ne me souviens pas exactement, là. Ben, c'est une bonne suggestion. C'est bien ça que vous partagiez des ressources. Super! Oui, oui. J'abonde dans votre sens. Ça peut être frustrant. Il y a des choses qui ne sont pas permises au niveau du financement où on ne peut pas nécessairement dépenser du financement reçu comme on le voudrait. Et donc, ça demande... et puis, la réalité, c'est que j'ai besoin de logiciels pour pouvoir effectuer mon travail. Et puis, bon, c'est pas toujours facile à savoir comment financer cela, mais je dirais qu'au niveau des établissements d'éducation, les subventions reçues là sont plus ouvertes à des dépenses plus vastes quant à ce domaine de l'art numérique. Alors, si vous avez des partenariats, par exemple, avec des universités, je vous encourage à explorer des possibilités. C'est un bon conseil parce que, par exemple, Trinity Square peuvent faire en sorte que des artistes reçoivent des licences quant à certains logiciels. Mais certainement, l'acquisition d'équipements, c'est tout un défi puisqu'il y a des mises à jour régulières et ça peut devenir désuet que ces logiciels qu'utilisent les artistes. Et donc, ça présente tout un défi que l'acquisition d'équipements technologiques, étant donné ces mises à jour et les prix qui sont souvent associés à l'achat de ces équipements. Alors, voici un exemple d'une subvention du Conseil des arts pour l'achat d'équipements dans le clavardage. Merci! Je pense aussi aux artistes qui sont plus traditionnels. Je pense aux peintres et qui peuvent dépenser donc des fonds sur la peinture, c'est concret, mais le matériel d'artistes numériques, ça devient leurs ordinateurs qui ne sont pas admissibles comme la peinture l'est pour un peintre. Défi, défi. C'est vraiment intéressant. Et puis, c'est pourquoi les conversations que nous avons sont emplies de valeur. C'est très intéressant ce que vous apportez. Merci, merci beaucoup. Je voudrais aussi ouvrir la conversation sur ou élaborer au sujet de l'art numérique en fonction de comment cela nous permet d'entrer en communication les uns avec les autres. Autrement dit, d'amenuiser les distances, de nous rendre plus près les uns des autres. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a fait référence à ces zones rurales qui n'ont pas accès à Internet. Et en tant que conservateur, en tant qu'organisateur, conservatrice, organisatrice aussi, comment justement est-ce qu'on réussit à atténuer ces défis? Comment est-ce qu'on fait? C'était une question un peu improvisée. J'espère que vous avez suivi mon raisonnement. La réponse est oui. Je dirais que c'est un défi en continu. Je n'ai pas de réponse immédiate. Les dernières années, alors qu'on avait plusieurs expositions en ligne, en VR, en réalité virtuelle, je dirais qu'il y a certainement le désir de rendre l'information
accessible et ça implique beaucoup de communication et de se fier à plusieurs formats afin de communiquer ce qui se passe, que ce soit les réseaux sociaux ou d'entrer en lien avec des collectivités qu'on connaît déjà. Mais en fait, ça a tellement de valeur que cette interrelation les uns entre les autres. Mais c'est en effet pas toujours disponible à tout le monde à tout moment. Et donc, je pense à ces questions d'accessibilité, je pense à l'importance de ces questions tout en reconnaissant que ce n'est pas toujours possible. Mais, je l'ai dit plus tôt, les formats hybrides m'intéressent, ces conversations que nous avons comme celle de ce soir m'intéressent aussi et je pense que l'Internet a définitivement ouvert les vannes, les communications sont favorisées et si je repense à la réalité virtuelle, ben, il y a toujours, si je suis un événement en ce sens, ben écoutez, il y a des gens d'à travers la planète qui sont présentes au même moment. Ça ne veut pas dire que c'est accessible à tous, mais il y a quelque chose où nous gagnons tous d'avoir même la possibilité de participer à de telles rencontres qui nous permettent de se rassembler. Ça ne veut pas dire que toutes les solutions sont là, mais bon, c'est quand même très bien d'avoir ça aussi en fonction de ce que vous avez posé comme question. Ça permet de nous assembler. Bien, on a parlé de radio plus tôt et nous, on a pu incorporer de la radio dans certaines de nos expositions. On avait des documentaires audio qui avaient été soumis et c'était une hypothèse qu'il serait présenté par la radio. Si ça avait été dans un espace, ben, les gens auraient eu besoin d'écouteurs, mais on ne s'était pas rendu si loin que ça. On avait décidé d'emblée que ce serait diffusé par le biais de la radio. Et donc, la radio, d'une certaine manière, est tout à fait accessible, notamment aux gens qui n'ont pas une bonne connexion Internet. Cela dit, pour ce qui est de l'engagement par rapport à des nombres concrets, ben, écoutez, on en avait moins en présentiel qu'on en avait sur Internet. Ça aussi, c'est vrai. Donc, l'accessibilité, c'est aussi fonction de pouvoir être trouvé par les gens qu'on cherche à joindre. Et donc, pensons aux communautés rurales. Écoutez, si ça avait été strictement à la radio sans qu'ils ne sachent que ce soit à la radio, ben ça aussi, ça crée des limites. Donc, ouais, ben moi, j'ai envie de dire, Dina, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai écouté la radio. Katie, bon, alors, ne l'écoutez-vous pas par moment? Ben, Belinda, oui, moi aussi, je dirais ça. C'est que même si on veut rejoindre un vaste public, les questions d'accessibilité ont leurs limites. Bon, si on est sur Internet, par exemple, il y a des facteurs démographiques, puis moi, je suis d'accord avec Nof, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai écouté à la radio, donc même si c'était diffusé par ailleurs, ben, même si vous me disiez, par exemple, qu'il y avait une émission de radio, je ne sais pas si j'irais nécessairement l'écouter, mais en même temps, c'est certainement une façon de rejoindre des communautés. Ben, écoutez, moi, CBC, Radio 2, les émissions anglophones de Radio-Canada, ben, écoutez, ça a été quelque chose que j'ai suivi pendant longtemps qui m'a permis de m'adapter à ce pays. Alors,
Oui, ben écoutez, je me souviens moi aussi d'avoir déjà écouté de la radio. Ben moi, je me pose la question, est-ce qu'on joue encore la radio quand on va à l'épicerie ou bien si c'est autre chose? Ben moi, je dirais que c'est Madame Belinda. Depuis que je suis à Toronto, ben je sais même pas quelles sont les stations locales. C'est intéressant comment le monde change. En fait, je dirais que je réalise que j'aimais beaucoup la radio, alors vous me donnez envie d'y retourner. Ben écoutez, si j'ai des œuvres d'art à la radio, je vous envoie un coup. Je vous le laisse savoir, vous pourrez les écouter. Oui, écoutez, c'est vraiment intéressant que de pouvoir explorer les différents canaux de communication qui existent. Et puis, oui, cet aspect de la communication est tellement intéressant. Et puis, c'est chouette de mettre des choses à la radio. Et puis, peut-être que vous aviez moins de personnes que prévu qui écoutaient, mais vous avez peut-être aussi eu des spectateurs qui vous ont entendu sans savoir que vous étiez là et que vous avez peut-être agréablement surpris. Et je pense, par exemple, au mural, quand on passe à côté, il y a un élément parfois de surprise, il y a un élément d'expérience qui n'était pas anticipé. Et ça, c'est vraiment chouette aussi d'y penser. J'ai une question au sujet des codes QR. Il me semble que ces codes QR permettent de mettre en lien l'installation physique et l'aspect numérique d'une œuvre. Et selon mon expérience, avant la pandémie, les codes QR existaient, mais pas très bien compris au niveau de leur utilisation. Il y a des gens qui les ont peut-être trouvés frustrants parce que leur téléphone ne réagissait pas aussi rapidement qu'on ne l'aurait voulu. Mais c'est le propre des téléphones plus récents, mais avant la pandémie, c'était pas toujours évident. Bref, qu'est-ce où en sommes-nous dans la sphère des arts numériques quant au code QR? Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Est-ce que les gens s'en servent? Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet-là? Oui, allez-y, allez-y. Neuf. Ben, je sais pas jusqu'à quel point je peux en parler, mais je dirais que j'ai vu l'annonce la plus rigolote que j'ai vue en février. Alors, écoutez, il y a quelqu'un qui avait écrit les codes QR sont pour les produits et non pas pour les gens. Ben, écoutez, je pense qu'il y avait une confusion avec les codes barres. Alors, les codes QR, c'est utilisé par une personne et c'est juste un lien. Alors, autrement dit, la personne manifestait contre l'utilisation des codes QR. Et je dirais que cette personne n'avait probablement pas compris ce que c'était que le code QR alors qu'il se promenait dans la rue et manifestait avec sa pancarte contre les codes QR. C'était plutôt drôle. Mais bon, cela étant dit, ça permet d'accélérer les choses en utilisant un cellulaire et ça permet de permettre aux gens d'avoir un accès rapide à un site web. Cela dit, de manière idéale, c'est peut-être bien d'avoir l'information d'afficher directement, mais sinon, le code QR serait une bonne deuxième solution. Ça donne accès à des sites web rapidement. Oui, ben écoutez, l'autre jour, j'avais justement des étiquettes avec un code QR pour un artiste qui est au Japon, qui est un musicien et qui a des œuvres au niveau d'expérience virtuelle. Et donc, ça m'arrive de mettre des codes QR ici et là, et c'est dans l'espoir que quelqu'un
aura l'expérience musicale de cet artiste qui est basé au Japon. Alors, donc, j'ai mis des codes QR à Toronto. Et puis, j'ai remarqué que sur les panneaux d'affichage, ben, il y avait toute une série de codes QR. Alors, il y a quelque chose de pratique, de direct là-dedans. Et puis, on les voit sur des menus, on les voit dans des restaurants. Et je pense que les gens savent utiliser des codes QR, notamment s'ils ont un cellulaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui favorise une certaine accessibilité pour revenir au thème précédent. Alors, mais en même temps, il y en a de plus en plus autour de nous que ces codes QR. Bon, ben écoutez, on arrive à la fin de notre réunion. Mais s'il y en a qui ont des questions entre vous avant d'ouvrir les questions à notre auditoire général, ben écoutez, la parole est à vous. Vous êtes des porteurs de connaissances. C'est vraiment intéressant de vous parler. Mais avant donc d'ouvrir à l'auditoire, s'il y a des commentaires que vous vouliez faire auparavant, la parole est à vous. Ben moi, j'ai une certaine curiosité. Comment naviguez-vous une situation où un artiste a besoin d'utiliser une technologie qui n'est pas à votre disposition? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous passez un coup de fil à tout le monde dans la province pour savoir qui a cet équipement? Haha! Je pense que, outre la communication, c'est de l'honnêteté de la part de la personne qui présente, de l'artiste, tout en étant réaliste. Alors, si les choses vont bien, il y a deux volets à ça. Premier volet, c'est qu'avant de s'engager, on fait des essais, parce que ça permet de dire on n'est pas en mesure de présenter votre œuvre, c'est dommage, mais c'est mieux que d'en faire une piètre présentation. Ça, c'est une troisième option que je ne prends pas en considération. Et deuxième volet, c'est beaucoup de collaboration et de partage de ressources, tout en gérant un budget. Et je dirais que ça implique beaucoup de recherche aussi. Donc, alors, on essaie, on s'excuse, on ne peut pas présenter, on essaie, ça va bien. Et troisième option, c'est quand on n'est pas réaliste et on se surengage comme organisation, ce qui mène à des résultats décevants qu'on voudrait éviter, ce qui peut mener à des résultats décevants. Voilà. Oui, Myriam, aviez-vous quelque chose à dire? Bien, je suis d'accord avec vous. En fait, ce que vous avez présenté, c'est un bon portrait de la situation. Et puis oui, je vais peut-être reprendre certains de vos propos. C'est une question de communication et le partage de ressources est vraiment important. Je pense aux collectivités, à ce qui est possible. Et puis, je pense que c'est aussi du cas par cas, c'est Myriam qui parle. Le partage de connaissances est important. Quand il y a une organisation qui n'a pas les moyens ou une galerie d'art qui n'a pas les moyens, bien, le partage des connaissances est favorable pour permettre à des artistes, justement, de présenter leurs œuvres. Alors, donc, ça permet aussi d'aborder différentes solutions. Katie, je dirais que c'est vrai pour les œuvres non numériques. Ce n'est pas le sujet de notre conversation, mais c'est vrai qu'on peut aborder ces questions d'art traditionnel. Et puis, écoutez, on nous a présenté de l'art traditionnel, mais on n'avait pas de galerie qui se prêtait
pour certaines œuvres. Par exemple, un grand mur blanc. Donc, ça prend un grand mur blanc pour présenter une belle peinture. Donc, c'est vrai pour les arts traditionnels et numériques. Ben, merci. Merci, merci. Alors, je vais maintenant ouvrir la rencontre aux questions et réponses de la part de notre auditoire. Alors, vous pouvez les partager par clavardage et je pourrai les lire à voix haute et on espère avoir des réponses pour vous tous. Alors, c'est un plaisir, encore une fois, de vous accueillir ce soir. J'ai adoré animer ma rencontre. Cette rencontre, je pourrais certainement continuer longtemps. Mais la parole est à vous, messieurs, dames, qui nous écoutent et qui participent ce soir. Ce soir, heure de l'Est. Alors, silence, silence, pendant que les gens réfléchissent. S'il n'y a pas de questions, je vais tout simplement remercier nos panélistes. Et si vous avez des mots de la fin avant que je dise mes derniers mots. Ah, c'était un réel plaisir, dit Katie, de vous rencontrer. J'ai énormément appris de mes collègues panélistes. Merci beaucoup, Myriam. Tout à fait d'accord. Conversation merveilleuse. J'espère qu'on va pouvoir en avoir d'autres à l'avenir afin d'élargir les frontières, d'ouvrir les frontières en fonction de l'art numérique, en fonction des communautés, des collectivités et de l'interaction que nous pouvons y avoir, notamment en fonction de ce que font des artistes. Ben écoutez, moi je vais poser une question parce que c'est enough. Je suis intéressée par les arts numériques depuis que je suis tout petit. Et puis, je dirais que pendant longtemps, ça a été une expérience privée. C'était moi sur Internet et je regardais ce qui se faisait. Et il y a eu une transition éventuellement vers des espaces publics. Et puis, je pense à Christie's qui a acquis des œuvres numériques de Beebles. Alors, il y a comme une transition entre d'être un nerd vers un espace public. Et puis, j'aimerais sonder mes collègues en ce sens. Qu'est-ce qui change en fait? Ben écoutez, je pense qu'on vieillit déjà. Moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps en ligne avec l'art sur Internet. Et puis, on se demande parfois, qu'est-ce qui s'est passé aux enfants qui jouaient aux jeux vidéo? Ben, voici ce qui s'est passé. Mais je pense que le numérique est interrelié avec tout ce qu'on fait et les outils disponibles aux artistes se sont ouverts en fonction de possibilités ouvertes. Et puis, la connexion Internet est plus facile qu'elle ne l'était. Et puis, l'art se partage beaucoup plus facilement. Il y a des communautés en ligne. Pensons à l'art déviant. Écoutez, ce qui se passait il y a plusieurs années n'est plus ce qui se passe aujourd'hui. Alors, en fait,
outre la pandémie, ben, peut-être qu'on ne peut pas dire ça, mais je dirais qu'on passait beaucoup de temps sur nos ordinateurs de chez nous et je pense que tout évolue, grandit et ça continue de changer. Ah, ben j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Merci beaucoup. C'était bien dit. Ben, moi, j'aimerais envoyer un message à leurs déviants pour dire, écoutez, dans quelques décennies, on va parler de vous dans des organisations formelles. Ben, écoutez, je dirais, encore une fois, qu'il y a eu une évolution rapide au fil du temps, ce qui a fait en sorte que l'art numérique peut même être vendu et devenu public. Et ça, c'est important pour le médium en tant que tel. Oui, ben écoutez, si on commence à parler des NFT, on n'arrêtera pas. C'est les œuvres virtuelles. Écoutez, il y a une galerie NFT à New York qui sont des œuvres virtuelles, puis un paquet d'écrans, puis on entre comme n'importe quel autre musée, puis on est capable de voir les œuvres virtuelles projetées sur des écrans dans un musée à New York. Et bienvenue au 21e siècle 2022. Wouh! On y est arrivé déjà! Et ce n'est qu'un début. Bon, je ne suis pas allée à New York, mais je connais des gens qui y sont allés. En fait, il y a un festival des arts numériques en novembre, je pense. Ouais, ben, super. Waouh, waouh. Alors, il y a une question. Est-ce que vous avez fait bon usage des NFT dans votre travail? NFT qui sont des œuvres virtuelles. Ah, Nef, je pense que vous aviez dit. Ben moi, j'attends encore un peu. Oui, ça c'est volatile, le NFT, les Non-Fungible Tokens, qui sont des actifs cryptographiques avec des codes d'identification uniques. Alors, moi, j'admets que je n'ai pas été impliquée de près avec les NFTs. Bon, ben comme je le disais plus tôt, on pourrait continuer à discuter, mais je vais vous remercier d'avoir été ici avec nous ce soir pour que vous puissiez aussi également profiter de la fin de votre soirée. Alors, merci à tous. Merci à nos panélistes, merci à nos interprètes pour tout l'appui qu'ils nous donnent et je voudrais remercier ma collaboratrice Bridget de Steps et l'équipe qui s'occupe de la technologie et qui ont rendu cet événement possible. On veut aussi remercier nos commanditaires qui sont la Ville de Toronto, le Conseil des arts du Canada, la Banque TD et le Conseil des arts de l'Ontario. Nous vous remercions, chers commanditaires. Merci à vous tous et bon après-midi ou bonne soirée, le cas échéant, selon où vous êtes. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Au revoir.